Avant de commencer à regarder la vidéo, foncez voir l'épisode 7 et revenez ici bien évidemment. En octobre 2019, lorsqu'un préquel de Game of Thrones sur les Targaryens est commandé par HBO, prenant comme nom House of the Dragon, les fans ne rêvaient que de voir des batailles impressionnantes à dos de dragon. 5 ans plus tard, l'épisode The Red Sorwin nous tease un final sûrement légendaire entre une dizaine de dragons. Oui, 10. Mais les différences entre le roman Feu et Sang et la série commencent à vraiment se voir, sans que ce soit véritablement un problème, mais on voulait aujourd'hui revenir là-dessus. La semaison rouge, aussi parfois appelée la lancée des semences, est un événement majeur dans la danse des dragons. Elle désigne la volonté des Noirs de trouver des dragonniers pour leur monture non réclamée, en faisant appel à des gens du peuple, et plus particulièrement des bâtards Targaryens, aussi appelés semences de dragons. Dans Feu et Sang, sous la pression de son conseil restreint, Rhaenyra accepte effectivement de rassembler plus de dragons et de dragonniers pour s'opposer aux Verts. Mais contrairement à la série, ce n'est pas Mysaria qui lui souffle cette idée, mais bien son fils aîné, Jacaerys. Or, dans la série, l'héritier de Rhaenyra est complètement opposé à la volonté de sa reine-mère. Une bonne idée de la part des scénaristes qui permet d'étoffer le caractère de Jacaerys et d'ajouter une pointe de dramaturgie et d'émotion dans la relation des deux personnages. Selon une autre version, la Semaison Rouge serait née dans l'esprit de Champignon, un personnage qui a clairement été écarté de l'adaptation. Un nain assez mesquin, vulgaire et provocateur qui aurait clairement pu devenir le Tyrion Lannister de House of the Dragon. On peut comprendre que les scénaristes souhaitaient ainsi ne pas créer des personnages trop similaires entre les deux séries, même si les témoignages de Champignon ont une importance capitale dans le roman, comme Horty pour Rhaena, qui devait réclamer voleur de moutons à la place de la princesse comme dans Feu et Sang. Champignon a été fusionné avec Mysaria pour simplifier l'intrigue et le nombre de personnages, justifiant au passage ses relations privilégiées, voire intimes avec Rhaenyra. Contrairement à la série où la reine ne promet pas grand chose aux prétendants des dragons, si ce n'est leur heure de gloire ou une mort dans d'atroces souffrances, Jacaerys organise carrément une sorte de concours dans le livre. Celles où ceux qui réussiront seront légitimés par la famille royale et recevront un fief en guise de récompense. Ils auront aussi le privilège de chevaucher dans les airs aux côtés du prince contre l'armée d'Aegon II. Comme dans la série, des centaines de candidats se présentent à Père Dragon pour tenter d'apprivoiser Vermithor et Aile d'Argent, les deux dragons non réclamés des Noirs. Parmi eux, beaucoup de chevaliers, de marins, de sujets lambda et donc de menteurs qui ont clairement des pulsions suicidaires pour tenter un acte aussi dangereux, comme le montre bien la série. Stephen Sombrolin, qui est mort dans l'épisode précédent en tentant de réclamer Fumée des Mers, devait d'ailleurs mourir en premier pendant la Semaison Rouge. Une quinzaine de prétendants lui emboîtant le pas et finissent tous cramés ou dévorés par les deux dragons restant à Père Dragon. Fumée des Mers étant parti trouver son dragonnier à Dents de Karen. Dans le lot de dragons proposés dans Feu et Sang, Vermithor et Aile d'Argent ne sont pas les seuls à être réclamés. En effet, il y a aussi Voleur de moutons qui sème le trouble dans le Val et finira sûrement sous le commandement de Rhaena dans la série, mais deux autres dragons sauvages sont également concernés par la Semaison Rouge. Gris Spectre, qui est introuvable, et serait en réalité tué par le cannibale, une créature terrifiante qui aimait se repaître des cadavres de ses propres congénères et restera complètement incontrôlable jusqu'à la fin de la danse des dragons. Ces deux derniers dragons sont donc très secondaires à l'intrigue, même s'il y a une infime chance de les croiser dans le season final. À la fin de la Semaison Rouge, Rhaenyra et ses partisans ont donc 4 dragons et 4 dragonniers supplémentaires s'opposant à Aemond et Vhagar, Hugh et Vermithor, Ulf et Aile d'Argent, Adam et Fumée des Mers, Horty et Voleur de moutons, qui à n'en pas douter sera remplacé par Rhaena dans la série. Pour rappel, Rhaena est censée posséder son propre dragon dans le roman, Point du jour, qui semble avoir été écarté de la série même si nous ne sommes jamais au bout de nos surprises. Maintenant que vous avez saisi les différences entre le roman et la série, on voulait vous conter l'histoire de ces deux nouveaux dragons qui ont fait trembler de peur Aemond, Vermithor et Aile d'Argent. Le lien très étroit entre les Targaryens et leurs dragons est à l'origine des légendes les plus fascinantes des 7 couronnes, dont font partie Vermithor et Aile d'Argent, les deux dragons réclamés à la fin de l'épisode. Vermithor et Aile d'Argent sont nés tous les deux dans le berceau de leur dragonnier originel. Le premier en l'an 34 après la conquête, auprès de Jaehaerys I Targaryen, troisième roi des 7 couronnes, et la créature argentée en l'an 36 pour se lier à la sœur épouse du roi, Alysanne Targaryen. En l'an 42, aux funérailles du deuxième roi de Westeros, Aenys I Targaryen, les deux petits dragons aideront un autre dragon à mettre feu au bûcher, Vif Argent, la monture du souverain décédé. À la suite de cet événement, le roi Maegor Targaryen, dit le Cruel, usurpera le trône à la place du tout premier fils d'Aenys, Aegon, dit le Sans Couronne. Aile d'Argent tient son nom de sa ressemblance avec Vif Argent, deux créatures sublimes aux couleurs argentées. Mais le dragon d'Aegon le Sans Couronne mourra durant la bataille sous l'œil Dieu, qu'on vous avait raconté dans notre vidéo sur le premier épisode de la saison 2. Après cette bataille remportée par Maegor le Cruel, Jaehaerys, Alysanne
Alysanne et leurs 2 dragons s'enfuiront à Pendragon. Jaehaerys devra attendre la mort très étrange de son oncle, poignardé dans la gorge par une épée du trône de fer, pour prétendre régner sur les 7 couronnes. Accompagné de ses sœurs Alysanne et Rhaena et de leurs dragons respectifs, Vermithor, Aile d'Argent et Soncheveux, ils voleront jusqu'à Port-Réal pour reprendre le trône. Soncheveux, qui a une importance cruciale dans le roman Feu et Sang, n'est apparu qu'une seule fois dans la série. Il a depuis été réclamé par Aelaena Targaryen à l'âge de 12 ans. Mais nous n'avons jamais vu la reine et le dragon ensemble. Soncheveux devrait apparaître dans le season final de la saison 2, histoire d'accompagner Vhagar sur le champ de bataille contre le clan des Noirs. De retour dans le passé du règne de Jaehaerys I Targaryen, le roi offrira des noces grandiloquentes au mariage d'Alyssa Velaryon, la mère, et de Rhaegar Baratheon, la main du roi de l'époque. Au cours de ces festivités, Vermithor et Aile d'Argent feront forte impression auprès du peuple de Port-Réal, particulièrement subjugué par la beauté du dragon argenté. Si Aile d'Argent brille par sa beauté, il est plus chétif que Vermithor, dont l'envergure se rapproche de celle de Vhagar, voire de Balerion, la terreur noire. Le plus grand dragon monté par un Targaryen, en l'occurrence Aegon le Conquérant. Pendant ses 50 ans de règne, le roi conciliateur fera appel à Vermithor pour ses pérégrinations royales. Des voyages de plusieurs mois entamés par le souverain des 7 couronnes pour apprendre à mieux connaître ses sujets. Les excursions de Jaehaerys lui permettront de maintenir la paix dans le royaume tout au long de son règne paisible. Si Vermithor et Aile d'Argent resteront principalement au Donjon Rouge, Jaehaerys ordonnera la création du fameux ordre des gardiens des dragons qu'on aperçoit régulièrement dans la série pour faire de Fosse Dragons un endroit sûr pour la cohabitation entre les dragons et les hommes. Malheureusement, vers l'an 93 après la conquête, Alysanne devient trop âgée pour monter Aile d'Argent et meurt 7 ans plus tard. Ce dernier sera sans dragonnier pendant près d'une trentaine d'années, jusqu'à l'arrivée d'Ulf le Blanc à Pendragon. Quant à Jaehaerys, il mourra 3 ans après sa sœur épouse, laissant lui aussi Vermithor sans dragonnier pendant une longue période. Le roi bien-aimé sera d'ailleurs incinéré à Fosse Dragon, alors que ses cendres seront enterrées à Pendragon. Il ne se doutait probablement pas que des années plus tard, sa monture serait réclamée par un bâtard Targaryen, Hugues Marteau. Après des vacances à Pentos, le maître Adrien est parti visiter Volantis. Donc aujourd'hui encore, je vais m'occuper de tous les petits détails que vous avez sûrement ratés dans l'épisode The Red Sorwin. Si le titre de l'épisode est The Red Sorwin, il s'appelait à l'origine Dragon Seeds, ou semences de dragon dans la langue de Molière, qui est le terme employé dans le royaume des 7 couronnes pour décrire les bâtards valériens qui sont originaires de Pendragon et Lamarck, et dont font partie Aline, Adam, Hugues ou encore Ulf. Possiblement très spoilant si le nom avait fuité, on comprend pourquoi la production a finalement décidé de changer de titre. Au début de l'épisode, on peut voir le grand maître Orwyl soigner la blessure d'Alicent causée par l'un des sujets de la reine douairière dans l'épisode 6. La coupure à l'avant-bras est exactement le même que celle qu'Alicent avait causée à Rhaenyra en saison 1 pour se venger de Lucerys qui avait crevé l'œil d'Aemond. Un parallèle intéressant quand on sait que la stratégie de Rhaenyra est à l'origine de l'émeute et donc de la cicatrice d'Alicent. Dans la chambre d'Aegon, toujours en convalescence, Alicent remarque un rat. Or, les rongeurs ont tendance à représenter la décrépitude, voire le trépas du côté des vers. Il y en avait sur le lit de mort de Viserys, Aelaena les avait mentionnés avant l'assassinat de son fils, et l'un des meurtriers du prince Jaehaerys était évidemment un chasseur de rats, Fromage. Dans les romans de Martin, les dragons ne peuvent être réclamés à nouveau si les précédents dragonniers étaient encore en vie. La série a choisi de déroger à cette règle pour Fumée des Mers, puisque Laenor Velaryon est supposément toujours vivant après son exil sur Essos. Fumée des Mers est désormais lié à Adam, tandis qu'on apprend dans cet épisode que Rhaena avait également tenté de le dompter à ses 14 ans. Il existe un monde où le fils de Corlys et Rhaenys est potentiellement décédé hors champ, mais la série n'y répondra sûrement jamais. En parlant de mort hors champ, on apprend de façon assez brutale la mort de la petite fille malade de Hugues et sa femme, qu'il tentait de soigner depuis le début de la saison. Cette tragédie est aussi un argument qui pèse dans sa détermination, voire sa folie de contrôler un dragon, même si Vermithor décidera de l'accepter à la fin de l'épisode. The Red Sorwin refait appel, voire introduit les nombreux seigneurs du Conflant, dont Petyr Piper, souverain de Château-Rosière, proche de Vivseg. C'est un personnage assez secondaire qui devrait toutefois s'illustrer dans des batailles à venir, donc gardez un œil sur lui. Si vous vous demandiez pourquoi Corlys et certains Vélarions n'ont jamais eu de dragon, le serpent de mer donne une partie de la réponse dans cet épisode. Les Vélarions viennent bien de l'antique cité de Valyria, mais ils n'ont jamais été des seigneurs dragons comme les Targaryens et certaines familles nobles valériennes. Toutefois, et contrairement à ce qu'il assure dans la série, Corlys possède bien des liens de sang avec les Targaryens via ses ancêtres dans les romans. Il est même de sang royal puisque Corlys descend carrément de Valarina Velaryon, la mère d'Aegon le Conquérant. Si la plupart des bâtards sont des menteurs ou ne connaissent pas véritablement leur père ou leur mère Targaryen, il est possible de deviner celle d'Hugues Marteau. Selon lui, il est le cousin de Viserys et Daemon, les enfants de Baelon Targaryen dit le Brave, qui avait plusieurs sœurs. Mais on sait aussi que la mère d'Hugues travaillait dans un bordel. Or,
Une seule femme parmi les sœurs de Balon correspond à cette description, Saïra Targaryen, une princesse au fort tempérament qui s'enfuit à Lys sur Essos pour devenir prostituée, où est probablement né Hugues Marteau. Le plan sur Rhaenyra et Vermithor qui en impose dans cet épisode fait évidemment référence à cette séquence emblématique de Game of Thrones, où Daenerys et Drogon surplombent une ville de Port-Réal à feu et à sang. Si vous en doutiez vraiment, Harrenhal est le nouvel hôtel Overlook. En effet, le showrunner Ryan Condal a confirmé que les scènes de vision cauchemardesques subies par Daemon sont inspirées de Jack Torrance, le personnage incarné par Jack Nicholson dans Shining. Les deux protagonistes sombrent peu à peu dans l'isolement et la folie, sont hantés par des visions d'horreur et ont du mal à définir les frontières entre illusion et réalité. Et comme toujours, pour finir sur une note un peu plus légère, qui n'a absolument aucun sens, mais George R.R. Martin a confirmé que son visage a servi de modèle au visage du Baral qui trône dans la cour d'Harrenhal. Un petit hommage bien inutile, mais plutôt sympa pour l'auteur de Feu et Sang. On se retrouve maintenant la semaine prochaine pour le season final, le tout dernier épisode de la saison 2 de House of the Dragon.